Pour moi, c'est la responsabilité. Aujourd'hui, on doit tous être responsables déjà de soi, mais responsables de notre vie en communauté et de l'impact que l'on a sur tous les gens qui nous entourent et sur la planète sur laquelle on vit. Pour moi, l'enjeu le plus important, lié au projet que je porte d'ailleurs, c'est effectivement cette notion d'alimentation qui est un grand sujet puisqu'on se nourrit 3 fois par jour et qu'on est quelques milliards sur cette planète à devoir le faire. Donc les enjeux commence effectivement dans la semence. Qu'est-ce qu'on sème, comment on peut reproduire ces semences, comment ces semences peuvent être vivantes et libres, et ça c'est fondamental. Et puis après, toutes les étapes de la filière agricole qui nous amènent jusqu'à cette alimentation. Donc c'est la régénération des sols qui nous amènera forcément à la régénération du corps et d'une alimentation positive, et finalement la régénération aussi de l'esprit, je pense. Et pour moi, c'est la boucle et le cercle vertueux dans lequel je travaille essentiellement. Est-ce qu'il y a des freins? Oui, certainement, parce que le système conventionnel dans lequel nous vivons n'est pas ouvert sur cette fenêtre-là de vision, je dirais, de visibilité. Il suffit, à mon avis, d'ouvrir un petit peu l'angle et de regarder autrement les choses. C'est juste qu'on peut faire avec ce qui se passe, mais on doit réinventer beaucoup de systèmes. Et les freins seront l'incompréhension, le manque de sensibilisation et peut-être aujourd'hui un système trop normé qui fait que tout le monde va dans un sens sans regarder ce qui se passe autour. Et je crois qu'aujourd'hui, il est de notre rôle que de conduire les gens et de sensibiliser et d'accompagner ces transitions qui sont fondamentales. Mais il me semble que si on met l'humain au centre de la problématique et qu'on l'accompagne, parce qu'il ne suffit pas de dire simplement que tout le monde pourrait avoir la même perception des choses, il me semble que les choses seront ouvertes. Et ce que je tiens à dire surtout, c'est qu'il ne faut pas être ayatollah, il faut être tolérant. Tolérant, ça veut dire comprendre que certaines personnes ne sont pas au même degré de compréhension des choses ou d'action même. Et tout ça doit intervenir dans un écosystème global qui prend évidemment l'économie en compte au centre de tout ça. Et moi, par exemple, je construis des économies hybrides qui mettent en valeur la philanthropie autant qu'une économie de déploiement. Mais au centre de tout ça, il y a l'économie et l'impact, en fait. Et je pense que c'est le sujet aujourd'hui. Les grands enjeux, c'est l'évolution aussi des gouvernances et des modèles de gestion de notre quotidien, des entreprises et finalement de cette vie partagée. Moi, j'ai pris de manière globale un cercle totalement vertueux qui part de ma problématique personnelle, puisque je suis malade cœliaque et intolérante au gluten, et que ça, c'était très peu compris, par exemple. On n'est que 1% de la population à être concernée par ça, c'est-à-dire 600 000 personnes. Et sur 600 000 personnes, il y a 70 000 personnes de diagnostiquées. Ça veut dire très peu. Donc on a perçu, entre guillemets, la cuisine sans gluten comme quelque chose de très mode et de très, je sais pas, particulier. Et moi, j'ai décidé de le prendre complètement d'un autre côté en disant que, en ayant lu un livre d'ailleurs qui s'appelait La société des individus de Norbert Elias, qui disait est-ce que la société fait l'individu ou l'individu fait les sociétés, je me suis dit qu'il fallait que je crée une communauté de destin où j'allais partager toutes ces valeurs et ce caractère vertueux en fait d'une alimentation responsable pour moi mais responsable pour les autres aussi, avec une vision très holistique et sans oublier bien sûr la gourmandise qui est la chose la plus importante, mais en convoquant mon intestin et mes neurotransmetteurs vers quelque chose de très positif. Et après 8 ans de travail dans ce domaine, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais réussi à conduire un certain nombre de personnes, que ce soit dans la haute gastronomie, puisque j'ai un restaurant étoilé, effectivement, mais que ce soit aussi dans la cuisine collective que j'accompagne grandement, parce qu'il me semble qu'il est de notre devoir que de mettre au service de plus grande population notre compréhension des choses et la responsabilité que l'on en a et l'attention qu'on a décidé d'avoir. Donc aujourd'hui, pour moi, j'ai plusieurs entreprises qui sont toutes nichées sous une entreprise mère et qui s'appelle Le Goût du Bonheur d'ailleurs, et qui ont pour but toutes de conduire vers ce goût du bonheur, c'est-à-dire cette conscience alimentaire, cette conscience agricole
et de toujours dire on pourra peut-être mieux faire demain, plus évoluer, et de conduire autant les collectivités, les entreprises privées qui existent aujourd'hui et qui existeront, donc il faut les conduire quand même, vers une sensibilité et puis vers peut-être des modèles économiques, comme je disais, différents, c'est-à-dire comment on va sourcer des produits, pourquoi on n'a qu'une politique d'achat et pas une politique de conscience. Donc moi, j'amène des clés là-dedans et je propose d'accompagner tout ça. J'ai un institut qui s'appelle l'Institut Cuisine Libre et qui permet. Puis à côté de ça, j'ai le restaurant qui fait vivre cette expérience et qui devient un lieu de vie, un éco-lieu d'ailleurs de vie, qui se trouve au cœur du Luberon, à Lourmarin, et qui a pour but justement de proposer aux gens de venir vivre cette expérience, de lâcher prise, d'aller comprendre eux-mêmes, par eux-mêmes, tout ce qui se passe dans ce conduit lié à l'alimentation, entre le sol, l'alimentation, la cuisine, et puis la troisième partie, je dirais la santé, mais j'aime pas parler de santé, je parle de vie. Voilà. Et puis la dernière partie, c'est j'ai construit une entreprise justement très durable aussi, qui s'appelle Commensal, et qui est une entreprise de meunerie, boulangerie, pâtisserie, sans gluten, sans lactose et végétal, avec pratiquement 0 déchet, et qui a pour but en fait de valoriser les territoires et de créer des nouvelles expériences culinaires, gastronomiques accessibles à tous, qui se veulent aussi accessibles par le prix, et qui sont en fait des vrais projets agricoles très forts, puisque je n'utilise que des matières végétales issues de territoires. Et mon but n'est absolument pas d'exporter le produit, mais d'exporter le savoir-faire et de le faire vivre dans d'autres pays. Donc là, je travaille sur le Mexique actuellement, où on reconstitue un écosystème agricole vertueux qui va permettre de nourrir en fait les gens avec les produits qu'on va faire de la même façon. Mais ce sera forcément des graines et des semences et des produits agricoles qui sont issus du territoire de manière intrinsèque et pas qui viennent de France ou d'ailleurs. Les choses ne sont pas faciles, à partir de toute façon où on a quelques humains autour de la table, les choses ne sont jamais faciles puisqu'on peut ne pas avoir la même vision des choses. Pour moi, il faut définir un cahier des charges de base avec des valeurs qui sont fondamentales et qui sont des valeurs communes à partager. De là, on va pouvoir créer un écosystème autour de cette table et poser des questions qui sont essentielles. Créer une filière agricole, c'est pas simplement le territoire agricole, c'est l'amont et l'aval. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire après et comment on va faire vivre les choses. Alors il y a des systèmes qui ont existé depuis des années, qui fonctionnent avec une certaine manière de produire et d'acheter, qui ont créé en plus des cases un peu particulières sur des produits qu'on dirait pour la masse et d'autres pour l'élite. Et je trouve ça déjà horrible d'arriver à parler comme ça sur l'alimentation, donc moi je ne vois pas ça comme ça. En revanche, par exemple, moi quand j'ai travaillé sur le pois chiche, je me suis dit, le pois chiche c'est méditerranéen. Dans toutes les familles de Méditerranée, on cuisine le pois chiche. Je suis remontée dans toutes les recettes historiques, etc. Et puis je me suis dit, sur mon territoire, le pois chiche, il serait vertueux en plus parce qu'il ne demande pas beaucoup d'eau. Il va permettre de fixer l'azote dans les sols, dans ses rotations. Et en plus, au lieu d'être une plante fourragère de rotation, il va apporter une économie un peu plus importante puisqu'on va l'acheter, nous, pour la transformer. Et donc, je suis allée voir des acteurs, effectivement, de mon territoire. Il y avait certains, déjà, petits agriculteurs, producteurs, amis, qui ont décidé de le planter, de le semer et de me l'apporter, tout simplement, pour que je fasse des essais. Et au départ, ça a fonctionné. Puis, ils en parlaient à tous leurs amis autour en disant, Nadia, elle va acheter ce pois chiche. Donc, ça a commencé par ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est d'abord le lien humain qui compte. C'est-à-dire que c'est la confiance. Pourquoi on va le faire, à quoi ça va servir. Et derrière, moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire de la recherche sur ça, sur les valeurs nutritionnelles, sur l'intérêt. D'ailleurs, j'ai gagné un prix d'innovation sur la peau de pois chiche que j'ai transformée en muesli, d'innovation agro-nationale, monter le 0 déchet aussi. Et puis derrière, je me suis dit comment je vais le faire à grande échelle. Et effectivement, toutes ces questions de base se posent puisqu'il y a déjà des enjeux forts sur la production agricole. Et je me suis dit, moi, ce qui est important, c'est d'apporter ma valeur de base et de ne jamais la travestir. C'est-à-dire que c'est pas possible, je ne transformerai absolument pas ma pensée. Et du coup, je vais convoquer autour de la table, à mes côtés, les personnes qui sont capables de le comprendre.
Et j'ai fait ça depuis le départ, en fait. Et au lieu de bannir certaines choses et de ne pas en comprendre d'autres, eh bien, j'ai proposé même à des acteurs publics de rentrer dans cette boucle. Je fais partie de l'OIR Naturalité, qui est l'opération d'intérêt régional sur la région sud, sur la naturalité, c'est-à-dire tous les projets d'intérêt environnementaux, d'éco-durabilité, etc., sur l'alimentation et pas que. Et puis j'ai dit, mais en fait, on a un vrai sujet devant nous, c'est peut-être de reconstruire ensemble un modèle durable de filière agricole. Donc aujourd'hui, on en est là, on a quand même bien avancé. Je viens de faire 15 tonnes de pois chiches en bio avec le lycée agricole de l'Île-sur-la-Sorgue et Avignon. Et avec ça, je l'ai transformé, mais j'ai expliqué à l'ensemble de ces élèves, par l'intermédiaire de leurs professeurs, à quoi ça servait en fait de faire de la rotation positive et à l'issue de la filière, à quoi allait servir ce pois chiche. Donc avec le pois chiche, j'en ai fait plein de choses. D'abord de la farine. Dans mon moulin, il reste toujours une espèce de polenta, de semoule. Je l'ai utilisé parce que j'en ai fait des biscuits pour enfants. Et puis ensuite, j'ai utilisé de la peau pour faire ce fameux muesli. Puis après, j'ai utilisé l'eau de cuisson, évidemment, pour la transformer aussi. Puis j'en ai fait un miso. Puis j'en ai fait un tofu qu'on appelle le tohu en Birmanie. Et en fait, moi, mon produit qui peut coûter quelques euros le kilo, finalement, va être utilisé sur plusieurs produits. Donc finalement, je vais ventiler son coût. Et c'est là que c'est important, c'est que nos entreprises doivent être résilientes, elles doivent réfléchir justement à leur modèle d'impact environnemental, d'impact de gaspillage et de déchets. Et à partir de là, on peut créer tous les produits. Donc moi, j'ai pris le projet à l'envers. Je me suis pas dit, oulala, il faut que mon entreprise soit comme ça. Je me suis dit déjà de base, si elle a ces valeurs-là, comment je construis quelque chose. Et je fais ça pour l'ensemble de mes entreprises. Je ne veux pas sortir de ce cadre qui est mon cadre philosophique et fondamental. Justement, pour les entreprises que j'accompagne, par exemple, je leur propose toujours d'être des intrapreneurs, c'est-à-dire choisir un entrepreneur de l'entreprise qui va devenir, au sein de l'entreprise, un nouvel entrepreneur pour l'entreprise avec un projet concret à développer. Parce que peut-être que l'entreprise ne va pas pouvoir tout de suite lâcher les deux mains, et on est bien d'accord, et il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, si on choisit un projet clé et fondamental, il va peut-être pouvoir vibrer des valeurs que l'entreprise souhaiterait porter à terme, mais qui n'en est pas capable parce qu'aujourd'hui, il y a ce modèle économique, parce qu'il y a des obligations financières, etc. Je pense que, je le dis toujours quand j'arrive dans des grandes boîtes, qu'on peut critiquer, mais moi je ne critique pas justement, j'essaye de trouver la solution à la problématique. Je dis, vous êtes une somme d'humains devant moi. Je pense qu'on a tous une conscience et quelque chose qui nous touche parce que vous avez des enfants, parce que vous avez une maladie, parce qu'il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et là, c'est pas à moi de leur rapporter ça. Je pense qu'on est tous conscients du fait qu'on aimerait que ça aille mieux. Donc, on va définir des valeurs premières qui sont fondamentales. Moi, les miennes, elles sont claires, elles sont assez jusque-boutistes dans toutes mes entreprises, mais je ne demande pas à ce que l'on soit comme moi tout le temps, parce que je sais que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas toute la même valeur. Mais on va définir des valeurs, et de là, on va créer le projet à partir de ça. On ne va pas avoir un projet qu'on va démunir, entre guillemets, d'un certain nombre de cadres. Moi, je dis toujours que ces projets-là ne sont pas comparables. C'est comme quand on me dit, oui, le bio, c'est plus cher, et l'intensif, c'est moins cher, etc. Il n'y a pas de comparatif, en fait. On ne parle pas du même produit du tout. On ne parle pas des mêmes manières et du même impact sur le vivant. Donc, là, c'est pareil. Si on décide de faire un projet vertueux, il faut qu'on définisse des bases et qu'on parte par ces bases. Pas qu'on démunisse quelque chose d'existant pour y arriver. Ça ne marche pas toujours dans ce sens, en fait. Et je crois que c'est ce qui est important, et moi, je l'ai vu en le faisant comme des projets d'intraprise, que les gens prenaient ça à cœur et que ça devenait quelque chose de très positif et de très vertueux au sein même de l'entreprise, à véhiculer quelque chose qui fonctionnait et qui, de par son action, montrait des résultats. La valeur du modèle économique, c'est le discours qu'on a envie d'apporter aux gens, en fait. Une fondation actionnaire, par exemple, c'est une fondation qui est au-dessus des entreprises et qui va être actionnaire de sa entreprise, qui va pérenniser un discours et qui va permettre, en fait, aux entreprises, dans leur éthique philosophique, de pérenniser ce discours toujours, même s'il faut rentrer au bord d'autres personnes quand on a besoin de finances. Donc ça, c'est important parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, pour l'instant, si j'avais un simple restaurant gastronomique, les gens, excusez-moi pour simple, d'ailleurs, c'est pas le mot, parce que mes parents pourraient m'en vouloir, mais juste les gens viendraient consommer, en fait, un lieu. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas dans la consommation, on est dans l'engagement.
Et moi, ce que je propose finalement quand les gens viennent manger, c'est de faire un don à eux-mêmes par cette conscience et un don au reste des projets que moi je suis capable de porter. Et ça, c'est un autre mode de lien avec les gens, qui n'est plus un simple mode de consommation, entre guillemets, et du coup qui fait qu'on n'est pas comparé à d'autres choses autour. On vit cette chose-là, et donc je pense que beaucoup d'entreprises vont être vouées à réviser leur modèle de gouvernance et leur modèle économique, à peut-être maximiser l'impact, à comprendre qu'il y a une maximisation d'impact sociétal, environnemental, social, humain, etc., celui qu'ils choisissent, et en même temps en sachant que ça peut être une exponentielle économique qui fonctionne. Des pays comme le Danemark, ils ont 10% de leur PIB qui est lié justement à sa fondation actionnaire. Parce que c'est un autre mode de vie et de consommation et de compréhension en fait. Et moi je trouve que ma manière de le porter, bon ça fait 8 ans que je travaille dans l'économie sociale et solidaire de cette façon-là, et on aurait pu penser que parce que j'avais un hôtel, un restaurant, j'étais pas du tout dans cette vision. Mais moi c'est ma manière de m'adresser aux gens. Je peux être dans la sensibilisation si j'ai ce cadre-là de fonctionnement en fait. Ce livre de Norbert Elias, La société des individus, m'a beaucoup inspiré de mon travail. Moi, j'ai été gravement malade, j'ai passé 2 ans à l'IT de 2009 à 2011, des suites de ma problématique de cœliakie, mais qui pendant 20 ans avait été laissée entre parenthèses. Du coup, j'ai eu des problèmes immunitaires beaucoup plus graves. Et à l'issue de ça, en fait, quand j'étais sur mon lit, j'ai lu ce livre justement de Norbert Elias qui m'a tout de suite éclairé sur ma position et sur ma compréhension de ma position dans ce monde. Quand on est quelqu'un d'un peu hyperactif et tout ce qui va avec, parfois on peut ne pas être compris dans un monde un peu normé, et quand on est enfant c'est plus compliqué, mais quand d'un coup on en fait quelque chose d'une valeur qu'on sait sublimer et qui donne à chacun son caractère unique, ben moi j'ai vachement compris ces lectures, et je me suis dit c'est exactement ça, c'est cette société d'individus que je vais créer dans le courant où je vais expliquer aux gens quels conduits ils peuvent suivre. Et puis voilà, c'est pas une pensée universelle, c'est un choix. Et on peut tous se rallier derrière quelque chose pour l'implémenter et faire grandir. Donc, et la deuxième personne, c'est un monsieur qui s'appelait Arnaud de Ménibus, qui était mon mentor, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, qui a créé le fonds Entreprendre et plus, et qui m'avait complètement épaulée dès le départ de mon projet, et qui m'a fait certainement devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, et qui m'a challengé assez pour me faire comprendre que il fallait aller jusqu'au bout de ses engagements. Donc voilà, c'est ce que je fais au quotidien en sa mémoire.